Les tambours annoncent chaque été le retour d'un homme dont le souvenir est ici glorifié. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Napoléon III incarne le profil radieux d'une cité à la réputation entachée. Une ville qui, avant de vivre des heures sombres, de devenir la capitale d'un maréchal, fut la terre d'élection d'un empereur. Napoléon III, c'est notre bienfaiteur, vraiment. Il a fait beaucoup de choses pour Vichy. Grâce à lui, Vichy est devenue la reine des villes d'eau. Donc c'est normal qu'on vénère cette personne, on le met un petit peu en piédestal, et un hommage de grand empereur, on fait des fêtes. S'il n'a pas créé la ville, Louis-Napoléon Bonaparte n'en est pas moins le mécène. Porté au pouvoir par un coup d'État, le neveu de Napoléon Ier règne sur la France de 1852 à 1870. Durant cette période, l'empereur effectue 5 séjours à Vichy pour soigner ses problèmes de santé. Mais derrière la raison médicale se cachent de grandes ambitions politiques. Le dirigeant rêve d'une métropole capable de rivaliser avec les stations thermales allemandes, de susciter l'intérêt des fortunés. Et pour cela, le bourg auvergnat doit changer de peau. En moins de 10 ans, il se défait de ses atours campagnards pour endosser la parure d'une grande dame devant laquelle les plus puissants s'inclinent. En lui ouvrant un boulevard vers son âge d'or, Napoléon III a ancré son nom dans la chair de Vichy. Lorsque le souverain découvre l'Auvergne en 1861, Vichy compte moins de 4000 habitants. C'est un labyrinthe de rues étroites, cerclé de marécages et divisé en 2 entités. D'un côté, le centre historique, encore médiéval, de l'autre, le quartier thermal, dont le parc des Sources constitue le noyau. Quand Napoléon III il arrive, on lui présente plusieurs projets qui sont déjà un peu dans les cartons depuis 5-6 ans. Et on doit à Napoléon III véritablement d'avoir établi, validé finalement ce grand plan urbain dans lequel Vichy se situe toujours, ce plan en pas de doigt qui rayonne depuis la gare de Vichy avec 8 avenues thermales. Donc il va vraiment lui donner en fait cette colonne vertébrale et mettre en liaison les différents parcs et les différentes sources aussi de la ville. Et de réunir ces 2 entités que sont voilà, le Vichy médiéval et le Vichy thermal. Napoléon III ne dessine pas les plans. Les plans sont déjà là, il les valide et il les fait financer. Au moment même où Paris tremble sous les coups de burin du baron Haussmann, Vichy entame sa propre révolution. Le train désenclave la station thermale, tandis que la percée des boulevards permet aux curistes de mieux circuler entre les endroits clés de la cité. Mais pour séduire, la ville doit aussi s'assainir. Les décrets signés par l'empereur valident la construction d'une digue destinée à contenir les crues de la rivière Allier. Désormais asséchés, les marais laissent place à de vastes parcs à l'anglaise, dessinés au fil de l'eau. Quand les parcs d'Allier sont créés, on dit Vichy s'est offert un mini bois de Boulogne. L'objectif, c'est vraiment à l'époque que Vichy soit une grande ville-parc, une cité-jardin. C'est de faire en sorte que le quartier thermal soit totalement enrobé dans la nature. Bon, c'est pour ça qu'on va dire qu'à Vichy, il y a ce paysage thermal thérapeutique. Et ce paysage thermal thérapeutique, il est dans la ville. Grâce à ces aménagements et aux visites impériales, la ville gagne en popularité. À chacun de ses séjours, Napoléon III draine avec lui toute la bonne société de l'époque. Des bourgeois et des aristocrates pour qui les parcs sont des vitrines, des lieux où l'on se croise et où l'on se toise. Le parc des Sources reste un véritable lieu de parade, le lieu de la promenade mondaine. On vient pour voir et être vu. On regarde les dernières tendances, on essaye de faire de belles rencontres. On est totalement dans la stratégie de la distinction. L'allée centrale du parc des Sources, on l'appelait la Potinière. Il faut s'imaginer toutes ces dames en belles robes en train de juger, de commenter voilà, la venue de telle personne, son habillement. Il faut aussi vous dire que la ville d'eau à l'époque, ce sont des villes de plaisir,
où on s'affranchit finalement un peu des bonnes mœurs qu'on attend à respecter d'habitude. Le Parc des Sources, c'est vraiment un lieu où les gens vont être sans cesse jugés sur leur apparence. Pour échapper au ragot et jouir d'un peu d'intimité, l'empereur fait édifier ses propres quartiers, une série de chalets en bordure des parcs d'Allier. La définition du chalet, c'est un petit peu la prédominance du bois, de ces bois découpés, ornementés, et puis une construction plutôt légère qui se fond dans la nature. Et ça prend ici deux formes. Le style qu'on va dire alpestre, inspiré par les chalets suisses, les chalets savoyards, et un style plutôt créole qui se fait plutôt au bord du Mississippi ou dans les Antilles françaises. L'idée pour l'empereur est vraiment de montrer l'exemple et de susciter une série de constructions de résidences du même style, de préférence, en bordure de ce parc. Dans ce but-là, il fait publier dans la presse de l'époque, les journaux qui sont les équivalents des revues People d'aujourd'hui, les plans et les devis, preuve à l'appui que n'importe quel bourgeois peut se faire construire ce type de villa. Les badauds se pressent devant le balcon de l'empereur et ne peuvent qu'imaginer ce qui se déroule entre les murs des chalets. Le moindre bruit de couloir est colporté dans les milieux privés, car la presse de cet empire autoritaire est muselée. On raconte encore aujourd'hui qu'une scène de ménage aurait éclaté en 1863 entre Napoléon III et sa femme Eugénie. Lors d'un cortège dans Vichy, le couple impérial est acclamé, la foule s'est accumulée le long de ce cortège et un petit chien vient faire la fête à l'empereur, l'a reconnu visiblement et l'impératrice sait que c'est le petit chien de la maîtresse de Napoléon III, Marguerite Bélanger. Et s'en serait suivi une scène dans le premier chalet de l'empereur où elle aurait fait part de tout son mécontentement de cet affront public et elle aurait fait les valises et serait repartie aussitôt de Vichy. Or, les archives prouvent que le séjour de l'impératrice était bien prévu pour ne durer que 4 jours. Donc, c'est une jolie légende, mais ça reste une légende. Ces légendes, Napoléon III les a un petit peu cultivées en ayant lui-même une foule de conquêtes féminines. Et il est attesté par contre que Marguerite Bélanger, par exemple, est bien venue à Vichy. Elle aurait été logée dans un autre chalet un petit peu plus loin. On sait aussi que certaines dames de la cour étaient vraiment très familières de l'empereur et elles étaient à Vichy également en même temps que lui. En vérité, ces demeures n'étaient pas des garçonnières, mais des lieux de pouvoir destinés à héberger les hôtes de marque et les proches du souverain. Le chalet des Roses a été construit par le ministre des Finances de Napoléon III, Achille Fould, pour son usage personnel. Ces différents chalets, bien sûr, ont reçu tout ce que l'Europe comptait de personnalités, et en particulier de têtes couronnées. Il y a le roi de Suède qui est venu, le roi des Belges, Léopold Ier, Ismaïl Pacha, qui était vice-roi d'Égypte. Bien entendu, pendant ces saisons où l'empereur est présent à Vichy, une foule de gens viennent essayer de le rencontrer, que ce soit pour des motifs diplomatiques ou financiers. Et on peut imaginer que certains traités ont certainement été négociés, en tout cas ici, pendant les cures de l'empereur. Ces belles fréquentations enrichissent la cité et sa population. Vichy n'a pas à débourser le moindre sou pour devenir la reine des villes d'eau, car l'État finance tout avec l'argent des sources. Vilipendé pour avoir instauré un régime autoritaire, Napoléon III n'en est pas moins apprécié ici pour ses largesses. Sur demande du prêtre, il puise dans ses deniers personnels pour faire ériger une église plus grande et plus divine que celle existante. Il ne s'est jamais construit autant d'églises que pendant la période du Second Empire. Le catholicisme, c'est la grande époque du Second Empire. Rendez-vous compte, il y avait 50 000 prêtres et près de 200 000 religieux ou religieuses qui assuraient ce qu'on appellerait aujourd'hui les services sociaux, les hôpitaux, toutes les personnes en difficulté. Il y a une vitalité de l'Église qui est extraordinaire. Et il y a l'appui, c'est l'alliance de l'Église et de l'autel dont on parlait autrefois. Il y a l'appui du souverain lui-même et de tout son gouvernement. Napoléon III était un catholique fervent. Lui-même, il a été baptisé, il s'est marié à Notre-Dame de Paris avec Eugénie, qui était ultra-catholique. Baptisé Saint-Louis, d'après le prénom de Napoléon, cette église est un palais à la gloire de la famille impériale, dont les membres se voient ici sanctifiés. Le plus extraordinaire, le joyau de l'église, ce sont les 9 vitraux d'Antoine Luçon,
qui sont d'origine. Antoine Luçon était à l'époque le grand maître verrier et il avait refait le tiers des vitraux de la Sainte-Chapelle, c'est vous dire son importance. Il y a le Christ qui est au milieu et qui est encadré par 8 saints de la famille impériale, correspondant aux 5 prénoms du fils de Napoléon III et d'Eugénie. À cela s'ajoutent 2 femmes, la mère de Napoléon III et la femme de Napoléon III. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette église, c'est qu'elles sont placées exactement sur le même pied d'égalité, habillées toutes les deux en mauve avec la même tenue. Napoléon III a envoyé une lettre à Eugénie pour lui dire qu'il ne l'avait jamais vue dans un tel costume, et rajoutant que ça lui avait provoqué beaucoup de distractions. Ça veut dire qu'est-ce que je me suis marré à te voir en vitrail. À 200 mètres de la Maison de Dieu s'élève à la même époque un sanctuaire voué au divertissement. Inauguré en 1865, le Grand Casino devient aussitôt le point de ralliement des curistes, l'établissement phare qui permet à Vichy de rayonner sur la scène européenne. Le mot casino signifiait le lieu de plaisance, de rencontre de la musique. Il y avait les salles de bal, bien sûr, salles de spectacle qui pouvaient accueillir jusqu'à 800 personnes, salon des femmes, salon des hommes, la restauration, la salle de correspondance. C'est un club privé où on se retrouve pour les après-midi animés, les soirées mondaines. Nous avons plusieurs artistes de l'époque qui viennent, bien sûr. Les bals sont animés par la musique de Offenbach, de Strauss. Donc c'est vraiment très important de montrer la musique ici. Et Vichy, très longtemps, était appelée la capitale de la musique d'été. Napoléon III, il veut concurrencer les villes d'Allemagne comme Baden-Baden, Karlsbad. Il fallait proposer une structure très moderne et donc il fallait que l'argent reste en France. Vous êtes un aristocrate, ça sera dû, l'invitation sera gratuite et envoyée directement chez vous. Mais si vous êtes un bourgeois, notable de la ville, médecin, avocat, vous devez payer votre place. Depuis 2008, Vichy revit le faste du Second Empire. Les fêtes en hommage à Napoléon III rassemblent chaque été près de 300 passionnés de danse et d'histoire venus de France et de l'étranger, comme Alla Picose, vichysoise d'adoption. Moi, je viens d'Ukraine, je suis ukrainienne, et j'ai découvert cette époque et j'ai l'impression que j'ai vécu ça. Et ce qui me passionne, oui, c'est très protocolaire, mais on se met dans le rôle de quelqu'un et on raconte l'histoire autrement, à travers nos tenues et notre posture. Pour une journée, donc la tenue de jour, il faut calculer à peu près une bonne heure de préparation. Pour le sortie de bal, vous comptez une bonne 2 heures avec la coiffure. C'était une vraie torture, mais c'est tellement élégant. Ça va? Tu nous dis si tu respires plus. Le repas de l'empereur est très important parce que on représente vraiment les fêtes de l'époque. On montre beaucoup de codes, comment on danse, comment on se comporte, comment se tenir à table, comment parler. Il y a certains qui jouent le jeu même, qui se vouvoient entre eux, même s'ils sont très très bons copains. On a envie vraiment de revivre l'époque parce que c'est ça le fait de revivre le patrimoine. En braquant le projecteur sur sa part de lumière, Vichy tient à distance les fantômes du passé, cette mauvaise réputation que la ville s'acharne à balayer. Ce sont des images qui ont fait le tour de la planète. L'incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. Tandis que l'édifice médiéval, un des plus anciens de Paris, part en fumée, le monde se pétrifie lorsque chute la célèbre flèche. Une flèche qui ne date que du 19e siècle, créée par un homme, Viollet-le-Duc, un architecte à qui l'on doit notre idée de ce qu'est le Moyen-Âge. Au milieu du 19e siècle, alors que cathédrales et châteaux de France tombent en ruine, ce génie touche-à-tout se donne pour mission de les sauver. Des Hauts-de-France au Bordelais, de la Bourgogne aux confins de l'ancien royaume de France, Viollet-le-Duc expérimente, répare et réinvente. Avec un bestiaire fantastique
qui lui est propre et ses partis pris historiques, il impose sa vision idéalisée du Moyen-Âge au point de transformer la physionomie de certains lieux. Une prise de liberté pas toujours du goût des historiens. Critiqué par certains, adulé par d'autres, son avant-gardisme dont on ne cesse de découvrir de nouvelles facettes fascine encore artistes et architectes. Le temps a joué en faveur d'Eugène Viollet-le-Duc, à la fois parce qu'on lui doit le sauvetage du grand patrimoine français, mais également des créations inoubliables, sans lesquelles aujourd'hui le patrimoine finalement serait peut-être un peu moins riche qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans l'Aude, sur les hauteurs de la cité de Carcassonne, la rénovation des remparts qui surplombent la porte narbonnaise nous replonge près de 2 siècles en arrière. Lorsque Eugène Viollet-le-Duc débarque ici, au milieu d'une cité médiévale abandonnée, pour se lancer dans ce qui devient le plus grand chantier d'Europe. Le chantier de Carcassonne est un défi énorme pour Viollet-le-Duc, parce qu'il s'agit en un premier temps d'en assurer le sauvetage. L'état de ruine est alarmant. Les tours sans toiture ont leurs voûtes qui menacent de s'effondrer. Si l'inspecteur général des monuments historiques Prosper Mérimée fait appel à ce jeune architecte à partir de 1844, c'est qu'il s'est déjà illustré sur plusieurs chantiers de restauration. Cet enfant de la bourgeoisie parisienne est passionné par le Moyen-Âge grâce à un père gouverneur des résidences royales, féru de littérature médiévale. Le Viollet-le-Duc qui arrive à Carcassonne est un tout jeune homme. Il a à peine une trentaine d'années. C'est avant tout un architecte autodidacte qui a cassé le moule de l'architecte de l'époque, puisqu'il n'est pas entré à l'Académie des Beaux-Arts. Il a refusé d'imiter les canons classiques. C'est son sens de l'observation qui est pour lui une source d'apprentissage inépuisable qui vont l'armer pour entreprendre un chantier comme celui de Carcassonne. Pendant près de 6 ans, Viollet-le-Duc réalise une étude complète des fortifications. Relevés, coupes, volumes, il couche sur le papier de très nombreux croquis et dissèque la cité comme le ferait un anatomiste. La forteresse doit retrouver son visage du XIIIe siècle, lorsque les Capétiens habitaient cette cité jalonnée de 52 tours, avec son château comtal et son quartier épiscopal. Pour cela, Viollet-le-Duc supprime un quartier entier d'habitation venu s'adosser aux remparts et achève de se faire remarquer en coiffant la cité de toits d'ardoise à la forme d'un autre temps. Cela suscite l'émotion, parfois l'étonnement lorsqu'on voit surgir des toits aussi pointus que ceux du nord de la France. Il ne s'est pas agi d'une hérésie de sa part, mais d'un parti pris. Il assumait que le XIIIe siècle fut l'âge d'or de la forteresse. Lorsqu'il travaille sur le chantier de Carcassonne, Viollet-le-Duc s'enferme comme un savant fou dans une salle de la tour carrée de l'évêque. Ici, il réinvente notamment le bestiaire et l'ornement gothique de la basilique Saint-Nazaire, située au cœur de la cité. Il faut imaginer cette salle pleine d'estampages de plâtre, où se trouvent aussi des modèles qui serviront aux sculpteurs de pierre pour restituer trait pour trait ce qui a émergé de son imagination. Les gargouilles qu'il dessine et modèle pour évacuer les eaux sont la synthèse de sa vision fonctionnaliste de l'ornementation. Comme à Notre-Dame de Paris, il fait une place de choix à ce bestiaire fantastique. Avec ce chantier, l'architecte embrasse tous les arts. Il est alors convoqué par l'empereur Napoléon III pour un nouveau défi d'ordre politique. Sur une colline qui surplombe la ville de Pierrefonds, dans l'Oise, se dessine un songe médiéval.
Construit sous Louis d'Orléans au XIVe siècle, ce château n'est plus qu'un champ de ruines lorsqu'il arrive entre les mains de l'empereur en ce milieu du XIXe siècle. Napoléon III, féru d'archéologie et amateur de parties de chasse, y voit l'occasion de bâtir une nouvelle résidence impériale à quelques kilomètres de Compiègne. Nous sommes dans un Second Empire qui veut montrer à toute l'Europe sa puissance coloniale au demeurant, son opulence, sa prospérité, voire même son savoir-faire. La maquette même du château de Pierrefonds est une sorte de publicité pour l'exposition universelle de 1878. L'empereur est un homme de son temps et cède à la mode du néo-gothique, mouvement dont Viollet-le-Duc se nourrit pour édifier ici sa vision rêvée du Moyen-Âge. La silhouette générale qu'Eugène Viollet-le-Duc donne au château de Pierrefonds est un peu celle d'un château des contes de fées. Animaux hybrides, inspiration médiévale, création, décors fantaisistes, voire même inspirés de la préhistoire. Autant dire qu'il y a une surenchère architecturale d'Eugène Viollet-le-Duc. À Pierrefonds, les symboles se cachent dans les détails. Viollet-le-Duc rend hommage aux artisans de ce chantier colossal. Mais il célèbre aussi le richissime couple impérial dans des décors fastueux, pour lesquels il prône la modernité et l'extravagance. À l'image de la salle des Preuses et ses dimensions vertigineuses, point d'orgue du chantier. Outre des moyens modernes comme le chauffage ou des sanitaires, il y a le recours à des matériaux représentatifs de ce siècle de l'industrie. La France du Second Empire a des industries qui tournent à plein régime et dont il s'agit de faire la promotion. Eugène Viollet-le-Duc affiche ce recours à des matériaux nouveaux. Les flèches du pont-levis sont en fer riveté, de même que les charpentes de certaines tours que l'on peut parfois aller découvrir dans les hauteurs. Mais en 1867, 10 ans après le début du chantier, Pierrefonds change de destinée. L'empereur choisit de l'ouvrir au public pour en faire un musée et exposer sa collection d'armures. Les visiteurs accourent et certains crient à l'hérésie. En pleine époque romantique, cette restauration fantasmée est condamnée pour ses anachronismes. On lui reproche son audace. Il a une commande, il est relativement libre de ses mouvements. Et bien, ma foi, quand il peut, il va jusqu'au bout de sa pensée. C'est un homme de parti pris. Il est ici archéologue, architecte, restaurateur, promoteur des savoir-faire, promoteur de l'industrie, voire même créateur d'un Moyen-Âge qui n'a jamais existé. Mais il est aussi ce grand élan de sauvetage du grand patrimoine français auquel il lègue un héritage à nul autre pareil. Si les esprits se sont apaisés, c'est que Viollet-le-Duc a fait consensus avec une œuvre subtile que l'on redécouvre aujourd'hui, dans un domaine dans lequel on le connaît moins, celui des arts décoratifs. C'est dans le sud de la Gironde, au milieu des vignes des Graves et de Sauternes, sous l'œil des vaches basadaises, que l'on découvre le Viollet-le-Duc esthète. À partir de 1864, le château de Roquetaillade devient l'écrin de son art. La famille Mauvezin, propriétaire de cette forteresse, fait appel au célèbre architecte pour créer des lieux de vie dans ce concentré d'architecture militaire. Viollet-le-Duc commence par offrir au donjon un grand escalier. À Roquetaillade, il a la chance d'avoir carte blanche. Ici, il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, à tel point que les Mauzins s'en inquiètent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Viollet-le-Duc va vraiment remodeler tout l'intérieur. Pour faire entrer la lumière dans cet espace resté clos pendant 5 siècles, il casse les meurtrières et ouvre des fenêtres sur la nature, tout en l'intégrant aux décors intérieurs. Par exemple, sur ces toiles peintes sur les murs, ils ont un fond bleu qui nous donne l'impression de regarder à travers des fenêtres sur la nature extérieure. Papillons, des libellules, des mouches, voilà. Viollet-le-Duc était un écologiste avant l'heure. En s'inspirant des formes organiques qu'il trouve dans le parc du château,
Il orne chaque pièce de matériaux modernes, comme la céramique, et utilise la décoration structurelle dont il fait l'apologie dans ses ouvrages. Pour créer une sensation de volume, il y a ce plafond au-dessus de notre tête qui nous donne l'impression d'être sous la tonnelle. Là, on prend l'apéritif en été avec la végétation et le ciel qui transparaît à travers. Mais à court d'argent, les Mauvezins sont contraints de freiner l'artiste dans sa lancée, laissant une grande salle inachevée. Alors en 2015, Sébastien et son fils, leurs descendants, ont entrepris de terminer avec des artisans locaux cette salle synodale pour laquelle Viollet-le-Duc a laissé en héritage un livre d'or et 2 aquarelles de son projet. Je pense qu'on regarde autour de nous tous ces décors, on voit toutes ces couleurs très vives, très riches, très fraîches, qui égayent vraiment cette pièce. Donc on a effectivement ce côté moderne, bien que les peintures soient basées sur des dessins qui ont été réalisés il y a plus de 160 ans maintenant. Le Duc, il est ce que Beethoven est à la musique, ce que Rodin est à la sculpture. C'est un novateur, c'est un visionnaire. Et tout son travail qu'il fait partout en France, notamment en Roquetaillade, on a envie de le sauver et de le faire connaître. Viollet-le-Duc touche les artistes qui s'imprègnent encore aujourd'hui de son art. À Pierrefonds, lorsqu'elle a su que la salle des Preuses allait fermer pour 2 ans de travaux, Camille Bloch s'est plongée dans l'œuvre de l'architecte pour en livrer une version miniature, minutieux travail de peinture et sculpture. Il y a aussi tout un travail donc, du fer que j'ai fait faire d'après un dessin que j'ai reproduit de Viollet-le-Duc, qui est en impression de laser 3D sur du métal. J'ai vraiment voulu que le visiteur puisse comprendre en fin de compte comment le toit de Viollet-le-Duc a été fait en utilisant une charpente métallique. Derrière ce projet, il y a la volonté de rendre hommage à un génie qui a su s'affranchir des doctrines. Viollet-le-Duc, je le connaissais, je pense comme tout le monde, comme architecte. Et en fin de compte, j'ai découvert vraiment un travail d'artiste. Et il ne s'est pas arrêté à une technique. Il n'a pas eu peur du regard des autres. Il n'a pas eu peur de se dire, mince, c'est trop moderne pour quelque chose d'ancien. Il a montré aux générations futures comment jongler avec ça et comment se lâcher. Au final, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre. Viollet-le-Duc est aujourd'hui reconnu pour son style qui a fini par triompher dans le patrimoine français. Lors des discussions sur la reconstruction de Notre-Dame, la volonté de retrouver la célèbre flèche a fait consensus, consacrant ainsi le rêve de l'architecte, imposer sa vision du Moyen-Âge.